Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce tout nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 23, et nous allons attaquer l'exercice suivant. Prouver que tout polynôme à coefficient complexe non constant admet au moins une racine complexe. Alors, pour la majorité des étudiants en classe préparatoire, et pour les étudiants également en classe de faculté, première, deuxième année, ce résultat-là, vous le connaissez très bien, et c'est un résultat qu'on énonce plutôt sous le nom de théorème de D'Alembert-Gauss. Alors, à savoir que ce théorème porte également le nom de théorème fondamental de l'algèbre. Alors, c'est un théorème qu'on utilise, pour ainsi dire, à tour de bras, donc à de nombreux exercices, et pour vous en donner un exemple de propriété dans lequel on utilise ce théorème-là, c'est par exemple le fait de dire que n'importe quelle matrice à coefficient complexe est trigonalisable dans C. Alors le fait que ce soit vrai, ça vient essentiellement du fait que le polynôme caractéristique d'une matrice à coefficient complexe est scindé dans C. Et ça vient en fait plus précisément que n'importe quel polynôme à coefficient complexe est scindé dans C. Et en fait, dire ça, c'est tout à fait équivalent à prouver la chose suivante, donc montrer cet énoncé qui est ici, qui dit que n'importe quel polynôme à coefficient complexe non constant admet au moins une racine complexe. C'est vraiment quelque chose d'équivalent. Et donc voilà, ce théorème-là, en général, en première année de faculté ou de prépa, on peut énoncer ce résultat, mais en général, le résultat est admis. C'est-à-dire qu'on ne vous donne pas de preuve de ce résultat-là, alors que vous l'utilisez à tour de bras. Alors, la raison principale à cela, c'est que, en fait, pour prouver ce résultat-là, on a, pour la plupart des preuves connues, on a besoin d'analyse complexe. Et donc, l'analyse complexe, ça veut dire qu'il faut connaître des notions comme la notion de fonctions holomorphes, qui sont des fonctions assez particulières, définies sur les complexes, en général définies sur des sous-ensembles ouverts du plan complexe, et pour lequel, en plus de ça, il va y avoir une question de régularité, donc continuité et même dérivabilité quand cela est permis. Mais voilà, donc il y a des notions de fonctions holomorphes ou des choses comme ça, dont on a besoin en fait pour prouver ce résultat en quelques lignes, puisque on préfère attendre en fait d'avoir un peu plus de substance pour pouvoir démontrer ce résultat. Alors les théorèmes auxquels je pense pour l'analyse complexe sont essentiellement, par exemple, si ça vous parle, pour ceux qui ont déjà lu ce genre de notions, les théorèmes de Liouville, théorème de Rouchet ou théorème de Cauchy. Okay, donc c'est des théorèmes qui s'appliquent dans le cadre d'analyse complexe, sur lesquels je vais revenir à la fin de la résolution que je vais vous proposer. Mais voilà, donc en général, on ne propose pas de preuves parce que on aurait besoin d'un peu plus de bagages en termes d'analyse complexe, et ces bagages-là, on ne vous les donne pas en classe préparatoire, et en faculté, il faut souvent attendre la fin de la deuxième année, voire plutôt la troisième année de licence pour en entendre parler. Bon. Mais toutefois, il existe une résolution qui peut être abordée en classe préparatoire. Et donc c'est cette résolution que je vais vous proposer ici. Et donc, avant toute chose, comme je le fais d'habitude, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer d'avoir des idées de comment on peut prouver ce résultat-là. Pour ceux qui connaissent déjà des outils en analyse complexe et pour qui les énoncés de théorèmes que j'ai donnés, j'ai juste donné les noms, donc les théorèmes que j'ai énoncés parlent, je vous invite à essayer de reprouver ce résultat avec ces différents théorèmes. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu de résolution de cette chose-là et qui sont en première année ou voire même en deuxième année de prépa ou de licence, je vous invite à essayer d'avoir des idées, des choses, même si ce sont des choses en morceaux qui n'amènent pas forcément à grand-chose, essayez d'avoir des idées pour essayer de prouver ce résultat-là. Voilà, sans que je dise quoi que ce soit pour l'instant. Et après je vais donner une petite trame des choses qu'on va démontrer pour amener au résultat. Ok. Alors c'est parti. Pour résoudre le problème, évidemment, on va se donner un polynôme non constant. Alors c'est crochet x. Et donc on va prouver le résultat en deux temps. Alors il y a un des deux temps qui est très technique.
Et ça aussi, ça explique pourquoi on ne vous propose pas de preuves en classe préparatoire ou dans les premières années de licence, parce que la technicité à laquelle ça fait appel, si on veut éviter de parler des notions d'analyse complexe approfondie, c'est que cette partie technique, on la retrouve très peu dans le cadre d'exercices associés à ces notions-là, sur les polynômes et tout ça. Et donc c'est aussi pour cette raison-là qu'on ne vous propose pas de preuves pour ce résultat. Donc il y a deux choses importantes, c'est la question d'analyse complexe qui est très présente pour prouver ce résultat-là, et également la question que pour la preuve, une des preuves en tout cas qui peut être abordable en classe préparatoire, cette preuve-là, on ne peut pas vraiment l'inclure dans le cours au sens où la preuve de ce résultat-là fait appel à une technicité à laquelle on ne fait plus vraiment... on ne la voit plus vraiment dans le cadre de la suite du cours et même dans le cadre d'exercices. On peut vous proposer un exercice guidé pour essayer de démontrer ce résultat-là, par exemple, mais dans le cadre d'autres exercices, la technique qu'on va employer, on la voit que très rarement. Donc voilà, ça peut expliquer pourquoi on ne vous donne pas la preuve de ce résultat-là. Bon, alors on va démontrer deux points. Le premier point est la suivante, on va montrer que, et c'est essentiellement lié à de la topologie, on va montrer que la fonction qui a z associe le module de p de z admet un minimum global. Et on va noter m, petit m, ce minimum global. Donc ça, ce sera le premier point, on va montrer que ça, et ça, bon, ça va, c'est pas trop technique, ça fait appel à quelques notions de topologie, ça peut plus ou moins s'aborder en première année, mais c'est pas si évident à aborder sans la topologie, c'est plus facile en deuxième année avec ces notions d'ensemble fermé ou des choses comme ça, voilà. Donc cette première partie, ça va aller. La deuxième partie, c'est là où la difficulté est importante, c'est le fait de montrer que le minimum en question, c'est 0. Et c'est là où les choses vont se compliquer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer déjà de résoudre le premier point, de prouver le premier point. Et puis si vous voulez, essayez de réfléchir au deuxième point, comment on pourrait essayer de montrer que m est égal à 0. Ok, alors je vais commencer par démontrer le premier point. Alors le premier point, ça va essentiellement venir de la coercivité, c'est une notion dont j'ai déjà parlé dans d'autres exos de colle. Ça va essentiellement venir de la coercivité de cette fonction-là. Alors la coercivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends donc, soit z complexe, je sais que le module de p de z, donc si je prends en fait un nombre complexe tel que son module tend vers plus infini, je peux montrer que le module de la fonction tend également vers plus infini. Donc c'est ça que je veux faire ici. Et en montrant ça, ça va me permettre de me réduire à un ensemble fermé, donc chercher le minimum dans un ensemble fermé, borné, et si cet ensemble est fermé borné, c'est un compact, et là je pourrais appliquer un résultat bien connu sur les fonctions continues sur un compact. Donc là j'ai P de Z qui peut s'écrire, c'est vrai que j'aurais pu écrire à quoi ressemble P, mais c'est pas grave, je vais le faire maintenant. C'est le module de AN Z puissance N plus AN-1 Z puissance N-1 plus blablabla plus A0, A0 tout court. Ok. Et bien sûr, les AI sont des complexes et AN est non nul. Alors, on va dire que le polynôme est de degré n. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en facteur le AN Zn, le module de AN Zn. Et puis après, je peux faire appel, je ne vais pas faire appel à l'inégalité triangulaire, c'est pas la peine, mais ce que je vais juste faire, c'est donc ce terme le plus fort, je le mets en avant, et puis je regarde ce qui me reste, donc j'ai 1 plus AN moins 1 sur AN fois 1 sur Z, et je continue jusqu'au dernier, A0 sur AN, le tout fois 1 sur Z puissance N. On se retrouve avec ça, et donc il est assez clair que ce truc-là, quand le module de Z tend vers plus infini, ça tend vers 1, et que ici, quand le module de Z tend vers plus infini, ça tend vers plus infini. Okay. Donc, la limite, quand le module de Z tend vers plus infini, de module de P de Z,
c'est égal à plus infini. Donc c'est ça la notion de coercivité. Hein. Donc là, on vient de montrer que la fonction est coercive. Et donc quand on a une fonction coercive, on peut se réduire à un fermé. D'accord? Donc se réduire à un fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais prendre... Donc le fait de dire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je traduis, que pour tout grand M positif, il existe un ρ positif, tel que, eh bien, pour tout module de Z, donc pour tout Z tel que le module est plus grand que ρ, eh bien le module de P de Z est plus grand strict à M. Je mets des inégalités strictes, vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc j'ai fait ça, et il reste à me fixer un grand M, hein. Je peux choisir n'importe quel grand M a priori, on peut prendre un grand M assez grand pour que les ensembles dans lesquels on travaille ne soient pas vides, hein. On pourrait faire ça, mais bref. De toute façon, quand je travaille avec des modules de Z plus grands qu'un certain ρ, on se doute bien que je suis dans un disque et que c'est non vide, hein, mais enfin bref. Je m'embête avec des considérations que je n'ai pas besoin de prendre, donc ce que je peux très bien dire, c'est que je fixe le M, et puis je vais définir, donc on a l'existence d'un ρ, et ce que je vais faire, c'est que je vais définir des ρ, l'ensemble des ρ comme l'ensemble des non complexes, tels que le module est inférieur ou égal à ρ. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cet ensemble-là est donc un ensemble fermé, hein, parce que c'est une condition fermée que je viens de poser. C'est un fermé et c'est un borné en plus de ça, hein, c'est un disque, hein, c'est un disque de centre 0 de rayon ρ, hein, en fait. C'est le disque fermé. Donc c'est un ensemble fermé, borné. Donc ensemble fermé borné, et donc ensemble fermé borné dit compact, hein, on travaille en dimension finie, soit en termes de R espace vectoriel, soit en termes de C espace vectoriel, hein, parce que de toute façon on travaille avec C, donc voilà. Donc c'est un compact, et je sais que la fonction qui à Z associe module de P de Z, donc 2 plus la fonction Z qui associe module de P de Z est continue. Alors c'est continu parce que l'application qui a Z associe P de Z est continue car polynomiale, et en plus de ça, le module est une fonction continue également. Okay, donc c'est une fonction continue sur un compact, donc ça veut dire que la fonction est bornée et atteint ses bornes. Ah, donc c'est un résultat très classique. Donc la fonction Z qui associe module de P de Z est bornée. Oups. Voilà. Et borné et atteint ces bornes. Donc c'est oui, ces bornes comme ça. Hop. Ok. Bon, et puis maintenant que j'ai dit que ça atteignait ces bornes, en particulier, ça veut dire que la fonction admet un minimum local. Donc cette fonction admet un minimum petit m sur des ρ. Mais qu'est-ce qui se passe en dehors de d ρ? Eh bien, je sais qu'en dehors de d ρ, le module de P de Z est plus grand strict à M, à grand M. Donc, or, pour tout Z dans l'ensemble des complexes moins d ρ, le module de P de Z est supérieur strict à grand M. Donc on est supérieur strict au minimum qu'on avait dans l'ensemble. Donc là, dans cet ensemble-là, je sais que je suis toujours plus grand strict à grand M. Ok. Et donc par conséquent, dans l'ensemble des ρ, le minimum qu'on a atteint dans l'ensemble des ρ, il est plus petit que grand M. Puisque dans l'ensemble des ρ, on pouvait être plus petit à grand M. Donc, donc si on est plus petit que grand M, voilà, donc c'est ça que je vais dire maintenant. Donc, eh bien, comme grand M est plus grand ou égal à petit m,
le module de P de Z est plus grand ou égal à petit m pour tout Z dans C. Puisque ce minimum doit être plus petit que grand M, étant donné qu'on a pris un minimum dans D-Rho, et dans D-Rho, ben, on n'a plus, cette restriction qui dit qu'on doit être plus grand strict à grand M. Donc voilà. Ben voilà, c'est terminé donc. C'est terminé donc. Donc j'aurais pu choisir un ρ, je pourrais dire je choisis un ρ minimal tel que bien, je compte bien tous les éléments. Si j'ai un élément qui est extérieur, il peut être strictement plus grand que m, j'aurais pu faire des choses comme ça. Mais le problème c'est que si j'avais fait des choses comme ça, je pourrais très bien perdre le côté minimal, hein, donc perdre le minimum que j'aurais obtenu là comme ça. Donc bon voilà, enfin bref, c'est une subtilité d'écriture, mais en tout cas le plus important c'est d'avoir pu conclure que le minimum qu'on a trouvé dans des ρ, eh bien c'est un minimum global. D'accord, grâce à la construction qu'on a donnée de des ρ, etc. Et à la coercivité en fait en soi. Donc voilà, terminé. Et oui, alors grand M, alors oui c'est vrai que vous pourriez vous dire, bah en fait finalement j'aurais très bien pu, une fois que j'ai dit qu'il y avait un minimum global, enfin un minimum local pour n'importe quel ρ, je pourrais très bien dire que le grand M, maintenant je choisis comme étant égal à petit m plus 1. Là, rien ne m'en empêche. Maintenant, hein, une fois que j'ai dit qu'il y a un minimum local pour n'importe quel des ρ, je pourrais très bien dire, bon, je prends un m en particulier pour un des ρ, je prends un petit m pour un des ρ, et puis je prends grand M comme étant égal à petit m plus 1, et peut-être arriver à une conclusion. Mais bon, enfin bref, en tout cas, l'idée vraiment générale, c'est vraiment, je pense vraiment le fait que, voilà, d'abord vous avez un minimum local dans un ensemble fermé, borné, et ensuite, bah, vous montrez qu'en fait, ce minimum local, c'est un minimum global. Je pense que c'est assez clair comme ça. Ok. Donc voilà, j'ai bien montré le premier point. Maintenant, il reste à démontrer le deuxième point. Et c'est donc là où toute la technique va venir. Alors, bon, faut noter que quand on a un minimum global, il est unique. Hein, donc, il est unique, mais il peut être atteint en plusieurs endroits. D'accord, donc il pourrait y avoir Z0, mais Z1 aussi, ou Z2, etc., tel que P, le module de P de ZI est égal à petit m. Ok, donc voilà. Mais il n'y a qu'un seul minimum global, en termes de valeur du minimum, et bon, bah, je pense que vous pourriez vous y attendre. La preuve, là, ici, que je vais donner, c'est par contradiction. Donc je vais supposer, là j'arrive au deuxième point, supposons que petit m est différent de 0. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier le polynôme au voisinage de Z0. D'accord? Donc étudier le polynôme au voisinage de Z0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon bah je vais juste changer un tout petit peu de notation, je vais poser Q de x. Donc Q de x, le polynôme, tel que ça correspond au polynôme au polynôme P, mais que j'aurais décalé de Z0. De façon à ce que si je remplace x par Z0, j'obtiens le minimum. Ok? Et donc bah, ce minimum, je peux, donc ce polynôme-là, hein, donc ce que je viens d'écrire là, ça reste un polynôme de degré n. D'accord? Je pense que c'est assez clair, il suffit de le développer si vous voulez. Ça reste un polynôme de degré n, un coefficient complexe, donc je vais l'écrire Bn, donc Bn fois x puissance n, plus blablabla, plus... alors là, ça va être intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire attention au premier indice, BI, pour lequel le BI sera non nul. Alors le plus petit indice, autre que B0, puisque B0, je sais d'office qu'il est non nul. Étant donné que si je remplace grand X par 0, j'obtiens M. Ah, c'est P de Z0. Hein. Et en module, ça deviendra le module. Donc le module de B0, pardon, ça sera M. Donc je sais déjà que B0 est non nul, car le module de Q0, c'est égal au module de B0, qui est égal à M. Et on a supposé qu'il était différent de 0. Donc le B0, je sais déjà qu'il est non nul, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un indice K, tel que BK x puissance K est non nul, et que tous les autres sont nuls derrière. D'accord?
Donc voilà, ce que je fais, c'est, voilà, donc j'ai ça, tel que, avec, je vais faire ça, voilà, avec K, le plus petit indice, compris entre 1 et n, tel que, dans, je vais faire dans 1, n, tel que BK est non nul. Le plus petit indice I, je vais le faire comme ça, hein, tel que BI est non nul. Voilà, ce sera mieux. Okay, donc Bn reste non nul, hein. Bn en fait ça va être égal à n de tout à l'heure. Mais là ce que je fais, c'est que cette fois-ci je vais m'intéresser également au plus petit, autre que B0, au plus petit indice pour lequel BI est non nul. Ça va être intéressant ici. Ok. Alors maintenant, comme j'ai dit, je veux essayer d'étudier le polynôme aux alentours de Z0. Peut-être j'aimerais bien l'étudier de manière un peu plus subtile, si je puis dire, en disant que je ne vais pas choisir n'importe quel nombre complexe, mais que je vais choisir un nombre complexe qui fasse que j'ai une certaine minimalité qui n'est pas respectée. Ok. Alors, pour pouvoir le raffiner, ce que je veux faire ici, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une fonction qui va dépendre d'une certaine direction. Et donc la fonction que je vais poser, c'est la fonction suivante. Donc si je me donne, soit C un nombre complexe, bon à la rigueur non nul, hein, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt, soit C un nombre complexe non nul, je peux poser f de t comme étant le module de q fois tc. Enfin q de tc, pardon. Et q de tc, ça veut dire que je remplace x par tc, et donc ça va faire le module de bn x puissance n. Alors 2 secondes. Donc Bn x puissance n, et mais le x puissance n je le remplace, donc ça va faire t puissance n, c puissance n, plus etc. plus bk t puissance k, c puissance k, plus b0. Alors, je suis en train de regarder le module de ce truc là. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver une direction, donc c'est-à-dire essayer de trouver un nombre complexe non nul, tel que, eh bien, si je me rapproche de Z0 par cette direction-là, tout en n'étant pas égal à Z0, eh bien, je vais me retrouver avec une valeur qui va être plus petite que petit m. Ok, donc, de manière un peu graphique, ce que je suis en train de faire, c'est que, pour qu'on soit ok avec ça, j'ai mon Z0 pour lequel le module de P de Z est minimal. Et ce que je vais faire, c'est que je cherche une direction, donc une direction et un sens. C'est en cela qu'on voit la demi-droite correspondant à la multiplication par CT, enfin, à l'ajout de CT à Z0. Donc je cherche la bonne demi-droite, au moins une bonne demi-droite, pour laquelle je vais pouvoir dire qu'il y a un moment donné dans cette demi-droite, et peut-être à la rigueur pas très loin de Z0, pour laquelle je vais être plus petit en valeur absolue pour le P, ou en module pour le P, je vais être plus petit que petit m. Okay. Alors c'est là où vraiment il y a une difficulté, parce qu'il faut vraiment trouver la bonne chose, et ça. Bon, alors, il y a une petite proposition qu'il faut que je lance ici, qui se démontre pas très difficilement, c'est vraiment de la première année. La petite proposition est la suivante: tout nombre complexe admet une racine. Oups. Donc, tout nombre complexe admet une racine énième. Admet une racine énième pour n entier naturel non nul. Voilà, donc c'est pas une propriété très difficile, il suffit de se souvenir un petit peu de son cours de première année. Un nombre, pour répondre à cette question, il suffit de dire que pour un nombre complexe z, je peux l'écrire sous la forme expo, donc rho i θ, et ce que je fais, c'est que je pose comme racine énième, et bien racine énième de rho, chose que je peux définir puisque rho est un réel positif, et exponentielle de i θ sur n, en ayant en tête la formule de De Moivre, si on veut. Le fait de mettre à la puissance n ce truc-là, ça va faire rentrer le puissance n dedans, d'accord, donc voilà. Okay. J'ai pas besoin de décrire toutes les racines énièmes de l'unité, parce qu'on pourrait penser aux racines énièmes de l'unité qui sont cachées là-dedans. J'ai pas besoin de calculer toutes les racines énièmes du nombre complexe. Tout ce que j'ai à montrer, c'est qu'il en existe une.
Et donc je vais utiliser une de ces racines, en fait, pour un choix bien particulier. Alors vous allez comprendre pourquoi maintenant j'ai fait sortir cet indice-là. Ça va être lié à cet indice-là. Je vais choisir une direction C qui va correspondre à une racine km, donc qui va être liée à BK, une racine km d'un certain produit. Alors le certain produit ici, ça va être... donc je veux en fait essayer de modifier le produit BKCK d'une certaine manière. Et de certaine manière, je vais l'écrire dans quelques instants. Bon, voilà. En tout cas, voilà, là déjà, j'ai cette petite propriété, c'est bien. Ok. Donc là, ce que je propose, et c'est là où c'est vraiment pas facile du tout, parce qu'il faut avoir l'idée de choisir la bonne direction. Donc là, je vous la balance un petit peu comme ça, mais c'est vraiment... Et vous allez comprendre pourquoi cette idée jaillit, pourquoi on a envie de faire ça. Donc là, ce que je propose, l'idée, c'est de dire soit C, donc soit C non complexe, non nul, tel que, et bien je veux que BK fois C puissance K soit égal à moins le module de BK carré fois B0. Alors qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que je veux que CK est une racine km de moins le conjugué de BK fois B0. Okay, donc, je peux retraduire le C que je veux prendre par une idée de racine km. Et j'ai montré, il y a juste quelques secondes, que le fait de prendre un racine km, j'ai bien le droit de le faire, ça existe bien. Voilà. Faut quand même le dire, mais voilà. Ok. Alors maintenant, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Pourquoi je choisis un C tel qu'on ait cette propriété-là qui est vérifiée. Et bien, si je remplace, f de t devient égal alors à... Et maintenant, je vais inverser juste l'ordre des termes du degré le plus faible au degré le plus fort. Donc j'ai B0. Et puis là, BK fois C puissance K va devenir moins module de BK carré fois B0. Donc là, j'ai moins module de BK carré fois B0 fois T. T puissance K. Plus, et après bah, j'ai d'autres termes. Alors les autres termes, bon, bah, je peux les écrire. Hein. J'ai BK, BK plus 1, C puissance K plus 1, T puissance K plus 1, plus blablabla, jusqu'à Bn. Donc Bn, C puissance N, T puissance N. Donc je me retrouve avec ça. Ok. Alors maintenant, j'aimerais bien faire des inégalités sans y aller trop fort. Mais j'aimerais bien faire des petites inégalités sur cette chose-là. Alors une idée, ça serait d'essayer d'utiliser une inégalité peut-être... Enfin, vous pourriez penser à dire je vais prendre l'inégalité triangulaire. C'est peut-être pas tout à fait la bonne chose à faire. Ok. Mais je peux quand même avoir une certaine inégalité par le fait que si je sors B0, donc en découpant en deux ce module, donc c'est-à-dire que en fait, je peux très bien découper en disant, bah là j'ai le module de A plus B, et je peux utiliser l'inégalité triangulaire qui me dit que ça, c'est inférieur ou égal au module du module de ça, moins le module de ce truc-là. Ok? Donc si j'utilise cette inégalité triangulaire là, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas l'inégalité triangulaire au sens classique, où je vais dire le module de A plus B, c'est inférieur ou égal au module de A plus le module de... Est-ce que je suis en train de dire une bêtise? Oui, non, en fait, c'est l'inégalité triangulaire classique que j'utilise. Oui, c'est l'inégalité triangulaire classique que j'utilise. Ok, oubliez ce que j'ai dit il y a quelques instants. Je fais l'inégalité triangulaire classique, en fait. Donc, si je fais l'inégalité triangulaire classique, je me retrouve avec B0 moins BK carré B0 T puissance K, plus, alors ici, je vais mettre en facteur le T puissance K exprès. Donc j'ai T puissance K fois le module de BK plus 1, CK plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, non, je veux T puissance K plus 1. K plus 1, c'est mieux. Donc ça, plus blablabla, plus Bn, C puissance N, T puissance N, moins K plus 1. Bon, alors ça, c'est l'inégalité triangulaire, hein, finalement.
classique. Ok. Alors, maintenant, si j'essaie d'avancer un petit peu plus, je vois que le B0, je vais pouvoir le sortir. Donc, si je sors le B0, on est d'accord que je me retrouve avec donc, le module de B0 tout seul. Donc ça, c'est inférieur ou égal au module de B0. Et ça, je suis plutôt content, c'est M. C'est petit m. Le module de B0, c'est petit m. Ok. Le module de B0, donc, fois le module de 1 moins le module de BK carré fois T puissance K. Bon, j'aimerais bien pouvoir ne plus avoir besoin d'utiliser les modules. J'aimerais bien essayer de ne plus en avoir besoin. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire des hypothèses sur le choix de T que je vais faire. Je vais y venir dans quelques instants. Pour l'instant, j'avance doucement. Ok. Et ici aussi, je vais faire une hypothèse parce que j'aimerais bien simplifier ça et dire que ça ne dépend plus que d'un seul T. Ok. Donc pour l'instant, je vais juste réécrire ce que j'ai. Donc plus T puissance K plus 1 module de BK plus 1 C puissance K plus 1 plus blablabla plus BN CN T puissance N moins K plus 1. Alors si je veux pouvoir me débarrasser des modules ici, ce qui serait bien, c'est donc choisir le T de façon à ce que ce qu'il y a à l'intérieur devienne positif. Hein, c'est déjà un réel ce qu'il y a à l'intérieur de ce module. En fait, c'est une valeur absolue, ce truc-là. Et donc, là, le bon choix, enfin, un bon choix possible, hein, c'est pas forcément le seul, mais un bon choix possible, ce serait potentiellement de prendre T plus petit, donc on va essayer de construire un intervalle dedans, on va prendre T plus petit que 1 sur le module de BK carré. Ouais. Alors si je fais ça, comme la puissance de K elle est plus grande ou égale à 1, d'accord? Comme la puissance de K est plus grande ou égale à 1, ce truc-là, ça sera plus petit que 1. Et donc 1 moins quelque chose de plus petit que 1, ça devient un truc positif. Ok. Donc là, je vais pouvoir dire, je vais peut-être juste écrire l'intervalle que je veux choisir ici. Donc 1 sur, oups, module de B4 carré. Donc en faisant ça, je vais pouvoir dire que ça c'est inférieur ou égal à M fois 1 moins module de BK carré fois T puissance K. Maintenant, j'aimerais simplifier un petit peu cette écriture-là. Et pour simplifier cette écriture-là, si je choisis T plus petit que 1, je sais que toutes les puissances ici de T vont être plus petites que 1. Donc du coup, le T, je vais pouvoir m'en débarrasser totalement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre comme valeur maximale le min de 1 avec 1 sur module de BK carré. Au passage, ce résultat, ça devrait vous faire penser à un autre exo de colle, hein, pour ceux qui suivent un peu les vidéos. Ça peut vous faire penser un peu à un autre type d'exo de colle, ça peut vous faire penser à l'exercice de la preuve d'un théorème sur l'irrationalité. Donc c'était un truc en lien avec les nombres algébriques et tout ça. Je crois que c'était le théorème, si je dis pas de bêtises, le théorème de... c'était un des théorèmes de Liouville, hein, donc ça ne va pas être le même que je vais utiliser pour la suite pour les nombres complexes, mais je crois bien que, si je dis pas de bêtises, c'était le théorème de Liouville. Et pour ce théorème de Liouville, il y avait un moment, il fallait que je choisisse le bon grand A, de façon à ce que les inégalités que je voudrais essayer de faire, que je voudrais employer pour conclure, marchent. Et donc, choisir les bonnes inégalités, ça voulait dire, il fallait choisir le bon A, ça voulait dire qu'au fur et à mesure des inégalités qu'on voulait construire, on construit l'intervalle. Donc ça peut vous faire penser un peu à ce genre d'idée, et c'est tant mieux si ça vous fait penser à ce genre d'idée, puisque c'est exactement ça que je suis en train de faire en fait. Ok, donc comme je le disais, si je choisis maintenant T de façon à ce qu'il soit plus petit ou égal à 1, et là je vais me retrouver avec T puissance K plus 1, le tout fois une certaine constante C. Je ne vais pas me casser la tête avec ce que c'est exactement la valeur de C. Donc ici la constante C c'est une valeur positive, qui vaut le module de... je vais l'écrire quand même une fois pour dire. C'est juste que j'ai mis toutes les valeurs de T égales à 1. Voilà. Donc la valeur de ce grand C, ou peut-être pour changer un peu, je vais l'appeler grand gamma. La valeur du grand gamma que je viens de poser, c'est cette chose-là. Et c'est une constante qui ne dépend plus de T. Ça, c'est intéressant.
Ok, alors maintenant, j'efface un petit peu parce que là, j'ai plus beaucoup de place. Et je vais terminer de manipuler l'inégalité que j'ai ici. Donc là, j'en conclus que f de t pour l'instant est inférieur ou égal. Alors si je rassemble un tout petit peu avec les puissances de t ou les valeurs de m, etc. Si je simplifie un petit peu, j'ai donc petit m fois 1 moins le module de bk carré fois t puissance k, d'accord? Et j'ai également, si je veux mettre ça également dans la parenthèse, j'ai t puissance k plus 1 fois gamma, donc gamma sur petit m. Chose que je peux faire puisque je rappelle que petit m, je l'ai supposé non nul. D'accord? J'ai tout à fait le droit de diviser par petit m, il n'y a pas de problème pour l'instant. Ok. Bon, et puis on voit qu'on peut mettre t puissance k en facteur, alors je le fais. Donc je m'en retrouve avec inférieur ou égal à petit m fois 1 moins t puissance k fois b, le module de bk carré plus, alors si je veux mettre le moins en facteur, il faut que ça devienne un moins ici, t fois grand gamma sur petit m. Ok, très bien. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. Et donc maintenant, il faut se poser la question, est-ce que ce truc-là peut être... Donc, est-ce que ce truc-là peut être plus petit que m, strictement? La réponse, par rapport à l'écriture que je viens de donner, ça serait oui. Mais il y a quand même une condition, c'est qu'il faut que ce truc-là soit positif. D'accord? Donc il faut que ce truc-là soit positif. Donc là, donc pour avoir f de t inférieur strict à m, il faut, il suffit, alors c'est pas suffisant, mais on peut prendre, je vais plutôt dire ça, on peut prendre t tel que, eh bien, le module de bk carré moins t fois gamma sur petit m, et donc je veux que ce soit positif. Ok, donc maintenant il faut manipuler un peu les inégalités pour savoir ce qu'il en est pour le t. Donc on va voir que t va devoir être plus petit que certains quelque chose, et notamment t va devoir être plus petit que le module. Ouais. Donc t va devoir être plus petit que le module de alors attendez 2 secondes, je ne veux pas faire de bêtises. Donc c'est le module de bk carré fois petit m sur gamma. Donc on se retrouve avec ça. Très bien. Alors on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe si gamma est nul? Ce qui pourrait être possible. Si gamma est nul, ce truc-là est automatiquement positif. D'accord? Donc je vais quand même traiter ce cas-là. Si... Hop. Donc notez que si gamma est égal à 0, ce qui pourrait être possible par rapport à tout ce qu'on a fait, si gamma est égal à 0, alors le module de bk carré c'est quelque chose de positif, positif strict par ce qu'on a construit. Bon, très bien. Et donc pour tout t, en fait, ce truc-là serait plus petit que 1. Enfin, pardon. Que pour tout t, tout ça sera plus petit strict à m. Pour tout t différent de 0. Là maintenant, si j'impose, donc si gamma est non nul, je peux imposer cette propriété-là. Gamma est un nombre positif, je rappelle aussi, parce que c'était le module de quelque chose. D'accord? Donc il n'y a pas d'inégalité de sens d'inégalité à changer, on aurait pu penser à ça, mais voilà. Et grâce à ce résultat-là, si je choisis donc t de façon à ce que je sois compris entre 0, puisque je n'ai pas de restriction sur la valeur minimale, et tant qu'à faire, autant prendre un t positif, parce que tout quand même dépend du fait que t est positif. Donc je peux me permettre de prendre 0 ici. Et donc si je prends, en prenant, donc pour tout t dans l'intervalle 0, alors 0 non pris peut-être, pourquoi? Parce que j'aimerais bien une inégalité stricte. Donc pour tout t compris entre 0 non pris et min
de 1 sur module de bk carré et module de bk carré m sur gamma. Donc je prends le min de toutes ces choses-là. Si je prends le min de toutes ces choses-là, bah, toutes ces choses-là sont non nulles. Hein, donc ce minimum, c'est un truc non nul. Donc l'intervalle ici que je propose ouvert n'est pas vide. Dans cet intervalle non vide, et là je sais que f de t est inférieur strict à petit m. Et f de t, je rappelle que c'était le module de p de z0 plus c fois t. Or, on a dit que petit m était un minimum global, donc on a une contradiction. Et on conclut alors que m est égal à 0. Voilà, donc c'est un exercice quand même très technique. Ok, je l'ai proposé en petit exo de colle, j'aurais pu peut-être le proposer en exo de colle aussi, celui-ci, mais bon, bah, comme il y a pas mal d'exercices que j'aimerais traiter, bah, je me suis dit que le proposer en petit exo de colle, ce serait pas plus mal. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires à raconter après avoir résolu cet exercice. Donc les petites histoires à raconter sont par rapport au nombre de théorèmes que j'ai énoncés au début de la présentation. Donc on aurait pu démontrer ce résultat via le théorème de Liouville. Alors le théorème de Liouville, il dit que si j'ai une fonction entière, donc c'est-à-dire que c'est une fonction holomorphe définie sur tout un plan, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur interdite en un certain sens. Si j'ai une fonction entière bornée, eh bien elle est constante. Donc si j'ai une fonction holomorphe définie sur tout le plan, continue et peut-être même dérivable si besoin, mais si j'ai une fonction comme ça entière bornée, alors elle est constante. Et en fait, bah, si P n'admet pas de racine complexe, et bien si je regarde 1 sur P, bah, cette fonction, elle sera holomorphe, donc elle sera holomorphe et définie sur tout le plan, donc elle sera entière. Et donc fonction entière, et en plus de ça bornée, parce que la limite quand z tend vers plus infini, le module de z tend vers plus infini de p de z, le module de p de z, ça tendait vers plus infini. Donc ça voulait dire que 1 sur p tend vers 0 pour z, tel que le module de z tend vers plus infini. Donc c'est encore une fois la coercivité qui rentre en jeu. Et donc bah, 1 sur p devient une fonction constante. Et si 1 sur p c'est une fonction constante, bah, ça veut dire que p est une fonction constante. Voilà. Et donc bah, ça veut dire que p n'admet pas, donc si 1 sur p ne pourra pas être nul, mais ça voudrait dire du coup que p c'est une fonction constante non nulle, et donc ça voudrait dire qu'il y a un problème, parce que si je dis que p est un polynôme non constant, et de l'autre côté je dis que c'est un polynôme constant, bah, on a une contradiction. Okay, donc le théorème de Liouville s'utilise de cette manière-là, je vais peut-être le noter quand même. Dans l'analyse complexe, hein, je répète, hein, c'est pas le théorème de Liouville que j'ai cité ici, hein, c'est pas le même. Je mettrai la référence de l'exotocole à laquelle de laquelle je parlais ici. Mais donc le théorème de Liouville, on l'utiliserait en disant que 1 sur P est entière et bornée. Donc entière, ça signifie que c'est une fonction holomorphe, donc c'est une fonction qui est définie normalement sur un sous-ensemble ouvert de C, qui est continue et peut-être même dérivable, donc il y a des questions de régularité, sur lesquelles je ne vais pas rentrer. Donc sur au moins un ouvert, mais dire que c'est entier, dire que la fonction est entière, c'est dire qu'elle est définie en fait sur tout le plan. Donc elle est définie sur tout le plan et est bornée, et ben ça amène à dire que la fonction est constante. Donc ça impliquerait que 1 sur P est constante. Et donc ça amènerait à une contradiction. Donc ça c'est pour le théorème de Liouville. Si je voulais faire une preuve avec les deux autres théorèmes que j'ai mentionnés, je vais quand même en parler. Alors, si je voulais essayer de le prouver avec le théorème, j'en parle juste pour ceux qui seraient curieux, hein, encore une fois, ou pour ceux pour qui ça parle, ces théorèmes en analyse complexe. Donc, si je voulais utiliser le théorème de Rouchet, ce que dit le théorème de Rouchet, c'est que si j'ai mon polynôme p de z qui est égal à an zn plus blablabla plus a0, et bien pour un disque assez grand, donc il existe
ρho assez grand, tel que, eh bien, P et le polynôme ANZN admettent le même nombre de zéros. Donc ça c'est le théorème de Rouchet. Et donc par ce théorème de Rouchet, si on a montré que z puissance n admet au moins une racine, ça voudrait dire que P admet au moins une racine. Voilà. Et en plus de ça, grâce à ce théorème de Rouchet, on peut même carrément dire que le polynôme admet exactement n racines si on considère avec les multiplicités. Donc, voilà, ça c'est le théorème de Rouchet, pardon. Et le théorème de Cauchy, alors c'est lié à une certaine intégrale dont j'ai parlé lors du dernier exo de colle. Ça serait regarder l'intégrale circulaire autour de 0 en fait, donc pour les modules de z qui sont égales à un certain ρ, donc ρ positif. Ok. Si je regarde cette intégrale de P' de z sur P de z, donc encore une fois, le lacet ici, vous pouvez voir que vous êtes en train de faire l'intégrale sur le cercle de centre 0 et de rayon ρ, hein, c'est pour ça que j'ai précisé le rayon ρ. C'est pour vraiment vous dire, vous pouvez imaginer ce genre de choses, et donc dans ce cas-là, le z, vous pouvez le remplacer par EIθ, et vous êtes en train de faire l'intégrale de moins pi à pi, par exemple, d'accord? Et bien cette intégrale-là, si je dis que P est constant, la dérivée est nulle. Donc, boum. Mais le théorème de Cauchy, normalement, nous dit que ce truc-là, c'est égal à 2i pi fois le degré du polynôme. Donc ça, c'est le théorème de Cauchy, ok. Donc c'est des calculs, en fait, sur des lacets hein, dans le plan. Et donc, ces calculs sur des lacets dans le plan nous amènent à ce genre de résultat. D'un côté avec le degré du polynôme et de l'autre côté par rapport à ce qu'on a supposé, si P est constant, on arrive à ce genre de résultat. Donc on voit que voilà, il y a ce genre de problème qui amène à la conclusion. Donc voilà. Oui, alors pardon, là ici c'est pas le fait que P' est nul, excusez-moi, je suis allé un peu vite, c'est le fait notamment que normalement dans le lacet on compte le nombre de racines qu'il y a. Donc ça veut dire que ça doit être 2i pi fois le nombre de racines. D'accord? Mais, parce que ce genre de calcul permet de compter le nombre de racines d'une certaine fonction, le nombre de zéros d'une certaine fonction, dans le disque donné par le lacet. Donc c'est-à-dire vous faites un lacet, vous avez donc l'intérieur, vous regardez l'intérieur du lacet, donc c'est un théorème de Jordan qui permet de dire que, et c'est pas un théorème facile, qui permet de dire que ce lacet-là fermé permet de découper le plan en deux parties. Je regarde la partie intérieure, et dans la partie intérieure, le résultat que j'obtiens ici, à 2i pi près, ça me donne le nombre de zéros qu'il doit y avoir. Donc d'un côté, si je dis qu'il n'y a pas de zéro, j'ai ça, et d'un autre côté, en faisant un peu de calcul avec les polynômes, je peux montrer ça. Donc, contradiction, ok. Et puis, avec le même genre d'idée de jouer avec des lacets, on peut aussi le montrer par homotopie. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails de ça, mais homotopie, quand on travaille avec une homotopie, c'est qu'on travaille avec des lacets à équivalence près. Donc c'est-à-dire que par exemple, cette courbe-là et cette courbe-là, j'aurais peut-être dû changer les couleurs, mais je vais mettre des indices différents. Si je regarde les deux courbes-là sur une surface où il n'y a aucun trou, rien du tout, les deux courbes que j'ai ici sont homotopiquement équivalentes, c'est-à-dire que le chemin qui est ici et le chemin qui est ici, je peux faire une fonction continue qui va me permettre de passer de ce lacet à ce lacet. C'est dit très très rapidement et je comprends que j'en perds beaucoup en disant ça, mais c'est pour juste vous donner une idée que vous imaginez, pour vous dire la fonction continue, peut-être une autre façon de le voir, c'est dire vous avez deux ficelles, vous prenez l'une des deux ficelles et vous pouvez la bouger juste sans devoir découper rien du tout votre courbe, vous pouvez la bouger de façon à ce que ça correspond à la deuxième ficelle. Okay. Vous pouvez l'étendre, vous pouvez imaginer du chewing-gum, des trucs comme ça, des fils de chewing-gum. S'il y avait des cordes, si c'était des lacets plus compliqués ou des courbes plus compliquées, on pourrait très bien les étendre, les allonger, etc. Mais l'important c'est que je puisse changer de courbe comme ceci. Okay. Et donc avec des jeux d'homotopie près, sur lesquels je ne vais pas rentrer davantage dans le détail, on peut également arriver à ce genre de conclusion
et montrer le théorème d'Alembert-Gauss. Bon voilà. Et donc il n'y a pas beaucoup de choses à raconter autre que... donc c'est pour ça que je le propose aussi en petit exo de colle, même si c'est une résolution pas facile et assez longue. C'est parce que essentiellement, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à raconter après vous avoir fait la preuve de ce résultat, puisque bon bah vous l'utilisez à tour de bras comme je l'ai dit pour beaucoup d'exercices. Et donc le fait d'utiliser pour beaucoup d'exercices, en fait vous voyez à quel point ce résultat, vous savez déjà à quel point ce résultat est central et important. Mais ce que je voulais appuyer ici, c'était essentiellement l'idée qu'il y a vraiment de l'analyse complexe derrière tout ça, et c'est pour ça qu'on ne vous présente pas forcément la preuve de ce résultat. On attend d'avoir plus de bagages pour vous donner une preuve de ce résultat. Bon voilà, alors désolé, j'ai été assez long, et encore une fois, bon, un petit exo de colle qui se retrouve être presque un exo de colle en termes de longueur, et peut-être en termes de difficulté. Mais ma foi, j'espère que ça a été intéressant, et je remercie Nabil pour sa proposition d'exercice de colle. Donc voilà, j'espère que tu es satisfait. Et puis voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'il y a d'autres camarades qui pourraient être intéressés par cet exercice et par tout le contenu de la chaîne, bien évidemment. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, quoi que ce soit. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour le prochain numéro de l'exo de colle. Voilà, sur ce, portez-vous bien, encore bon courage pour les concours, pour ceux qui y sont encore, je pense que c'est l'ENS en ce moment, donc bon courage, et sur ce, à très vite, salut à tous.